Pour cette dernière séance du Ciné-Club Carolino de la saison. On reviendra en septembre. Juste pour ceux qui viennent pour la première fois, ce Ciné-Club, voilà, l'idée c'était de se faire plaisir au départ autour de la grande et longue carrière d'Ennio Morricone, qui est très riche. Ce film-là était dans ma liste depuis le début. Si je peux le faire, c'est vous le proposer, c'est parce qu'un distributeur ressort le film et qu'il y a une restauration récente. Et c'est vrai que tous ces films que vous voyez en salle, c'est rendu possible maintenant grâce à ce travail-là de fond, avec des cinémathèques, des laboratoires, pour remettre la main sur les films et restaurer, que des distributeurs puissent les reproposer. Alors c'est vrai que le ciné-club s'appelle Carolino, mais juste donc pour les nouveaux d'aujourd'hui, c'est vrai que les dernières séances étaient des fois des séances avec des pas de côté. On rebondit aussi sur l'actualité. Et c'est vrai que juste pour vous donner une idée des dernières séances, en janvier, donc, on avait fait un film avec Michel Piccoli qui s'appelle La Faille, de Peter Fleischmann, une musique d'Ennio Morricone. C'est un film qui a beaucoup plu, et donc moi je vais ressortir parce que je suis aussi distributeur, donc c'est une sortie que je vais préparer pour la fin d'année. Juste après, on avait proposé La Tarentule au ventre noir, un giallo assez rare, qui a été réédité en vidéo et en salle par Carlotta Film. Et après, on a fait d'autres films très différents. Moi, j'avais envie de revenir sur un film très très beau, très très musical, et qui n'avait pas, je trouve, rencontré son public. Et puis c'était le jour des Oscars. C'est le film de Ryan Coogler qui s'appelle Sinners. Je vous dis ça parce qu'en fait, en plus du ciné-club, il y a toujours cette petite boutique dans le hall où on propose des choses pour prolonger ce moment du ciné-club et se repencher sur des films en rapport avec la séance. Et donc là, cette séance-là, elle était dédiée aussi à un jeune compositeur qui s'appelle Ludwig Göransson. Dans quelques jours, peut-être que vous reviendrez dans cette salle pour découvrir l'Odyssée. Et c'est le compositeur qui travaille maintenant avec Christopher Nolan depuis Oppenheimer. Donc c'est tout à l'heure, pour rester après le film, je vous ferai gagner un Blu-ray d'Oppenheimer pour réviser vos Nolan avant de venir voir l'Odyssée. Voilà, c'est une petite parenthèse que je fais. Et en avril dernier, on s'était fait plaisir, un grand plaisir, parce qu'il était très nombreux autour de Dune de David Lynch, où là c'était un compositeur de musique de film un peu à deux têtes, avec Brian Eno et le groupe Toto. Voilà, ce ciné-club, c'est voilà, se faire plaisir autour du cinéma, de la musique, des fois des très grands films, des très grands BO, des fois des perles rares, et là c'est vraiment le cas de cette séance, c'est de Metti una sera a cena, donc disons un soir à dîner, ce film de Giuseppe Patroni Griffi, qui date de 69. C'est un film qui est sa musique, ou l'air, le thème le plus connu, très bossa nova, est plus connu que le film lui-même. C'est un film qui était vraiment invisible. Il y avait peut-être une édition italienne en vidéo qui existait, qu'on pouvait trouver il y a encore quelques années, mais le film était vraiment invisible. Mais tous les amateurs de musique de film et de Morricone ou d'easy listening connaissent un thème de Metti una sera a cena. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, vous allez découvrir. C'est vrai que le but de ce ciné-club, c'est en fait de réécouter les musiques, parce qu'à la maison, on écoute des disques, des CD ou sur YouTube des musiques de films, mais en fait, c'est de les confronter aussi aux images. Et là, donc, cette musique qui est très, 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 très mythique pour beaucoup d'entre vous, vous allez voir comment elle arrive dans le film et à quel moment. Il y a trois thèmes très importants dans Metti una sera a cena. Vous allez voir notamment le thème des génériques du début. Le casting est XXL et faisait rêver vraiment à l'époque. C'est un film qui était donc en compétition au Festival de Cannes en 69. Il a été représenté cette année dans la section Cannes classique. Le scénariste, contre toute attente, était le jeune Dario Argento. C'est un film qu'il écrit juste après Il était une fois dans l'Ouest, et juste avant de réaliser, de passer à la réalisation sur son premier film, L'oiseau au plumage de cristal. Dario Argento a fait présentation au moment du Festival de Cannes et est revenu un petit peu sur ce titre-là. On est très loin de ce qu'on imagine de Dario Argento et on est beaucoup plus proche pour ceux qui connaissent le réalisateur de son œuvre, c'est un réalisateur qui faisait surtout avant tout du théâtre et qui était aussi romancier. Et là, donc, c'est son deuxième long métrage. Et c'est vrai qu'il va avoir une carrière qui va s'étaler jusqu'au début des années 80, il a réalisé 6 films. C'est celui-ci qui est le plus connu. Donc par rapport au casting, quand je vous disais que c'était un casting XXL, vous allez retrouver Jean-Louis Trintignant, Florida Bolkan. Florida Bolkan, c'est son tout premier rôle au cinéma. C'est le personnage féminin principal. En face d'elle, vous allez retrouver et reconnaître plus facilement Annie Girardot. Et Florida Bolkan, c'est la comédienne que vous allez retrouver en face de Gian Maria Volonté, un an plus tard, dans un très très grand film, une très grande bio de Morricone, qui est Enquête sur un citoyen au-dessus du soupçon.
Dans le casting aussi, vous allez retrouver un comédien italien qui est Tony Musante, qui sera dans le premier film de Dario Argento, L'Oiseau au plumage de cristal, et Annie Girardot, vous allez voir qu'il y a un petit rôle qui est très important. Et ce film, il est très théâtral, j'ai envie de dire. C'est vrai que le réalisateur vient d'abord du théâtre, parce que c'est l'adaptation d'une de ses pièces. Il est très écrit, littéraire dans son dispositif, mais il y a quelque chose de très particulier qui, je pense, est vraiment dû à la musique de Morricone. Je vous laisse le découvrir, et juste après, peut-être aussi échanger un petit peu ensemble sur la suite du rendez-vous. Moi, j'ai plein d'idées pour la rentrée, et puis aussi vous annoncer, il y a plein d'actualités pendant cet été autour de Morricone et de la musique de film ou du cinéma italien. Donc, à tout à l'heure après pour en parler. Merci beaucoup. On a un super projectionniste qui nous laisse dans le noir jusqu'à la fin du film. Et ça fait partie de ces films, en fait, avec des BO de Morricone, où on va jusqu'au bout du son et on reste sur du noir pour profiter de toute la musique. Alors moi, je savais tout déjà. Comment ça allait se finir et comment la musique, ce fameux thème allait arriver. J'ai oublié de vous demander tout à l'heure s'il y avait des gens parmi vous qui avaient déjà vu ou pas. Personne? Voilà, ça montre la rareté du film. Donc moi, je l'ai découvert à Cannes, donc j'étais un peu sous le choc parce que c'est un film que j'attendais beaucoup. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui est assez particulier, c'est en fait, on connaissait déjà beaucoup certains thèmes et comment ils interviennent dans le film et qu'est-ce qu'est le film à la fin. Tout à l'heure, c'est vrai que j'ai donné quelques petites clés, donc c'est vrai que ce réalisateur est avant tout un homme de théâtre, ça se ressent beaucoup. Mais en revoyant le film, je me dis que non, parce qu'il y a des choses cinématographiquement qui sont magnifiques, très belles. Il y a un autre personnage dont je n'ai pas parlé tout à l'heure aussi, qui est important en plus de Morricone et qui est vraiment fait un lien avec tout ce cinéma italien de l'époque, c'est Tonino Dellicoli, le chef opérateur, qui est un chef opérateur qui, dans ces années-là, partage sa carrière entre Pasolini et Sergio Leone. Là, on est vraiment dans des années charnières où, juste avant, donc vous avez des très belles BO de Morricone et très beaux films de Leone que sont Le Bon, la Beauté et le Truand et Il était une fois dans l'Ouest, qui est vraiment quelques mois autour de ce film-là. Et donc des personnages, des techniciens qui se promènent dans tout ce cinéma italien qui est très foisonnant, où là on est dans quelque chose, j'ai envie de dire, plus intellectuel, disons, mais qui au fond est très cinématographique. C'est vrai qu'en revoyant le film, il y a ces moments de décor intérieur, mais aussi d'extérieur qui sont complètement magnifiques, bouleversants, ou comment on est avec ces personnages, cette scène de boxe, ces scènes de nuit, ces scènes en voiture, voilà, on est quand même à la fin des années 60, et je trouve qu'il y a une beauté formelle dans ce film, après avec en effet tout un design autour des décors, de petits détails, des costumes, de Florinda Bolcan en effet, donc cette comédienne qu'on connaît peu en France, mais qui est d'origine brésilienne et qui là a son premier grand rôle au cinéma, mais qui débute au cinéma et qui a eu un premier rôle, un tout petit rôle, parce qu'elle rencontre Visconti, donc elle joue dans Les Damnés, elle rencontre une femme qui va devenir une des grandes productrices du cinéma italien qui s'appelle Marina Sigogna, qui va devenir sa compagne pendant 20 ans. Et Marina Sigogna, c'est aussi elle qui est productrice d'Il était une fois dans l'Ouest, qui est productrice d'Enquête sur un citoyen de soupçon, dans lequel Florinda Bolcan va aussi apparaître. Voilà, tout ce monde-là, intellectuel, artistique, traverse un peu tout le cinéma italien. Et il y a aussi un personnage dont je n'avais pas parlé, qui est un personnage un peu important, parce qu'il y a en effet ce schéma du mari, le mari, la femme et l'amant, et il y a un autre amant, et il y a aussi ce troisième personnage qui est Rick. Alors je ne vais pas écorcher son nom. Rick, qui s'appelle Lino. Je l'avais noté quelque part, pardon. Lino Capoliccio, qui est un personnage très important dans l'histoire, et c'est vrai que tout le film se cristallise vers cette scène finale, qui donne son titre au film, et c'est le thème qui est plus célèbre que tout le film qu'on découvre seulement aujourd'hui pour la plupart d'entre nous. Est-ce que vous avez des remarques ou peut-être des choses autour
de ce film? Ou des questions? Tu peux nous raconter la musique parce qu'on a l'impression d'avoir entendu. Est-ce que c'est dans d'autres? Est-ce que c'est dans l'idée d'une fois dans l'Ouest? Est-ce que c'est dans le troisième homme? Non, en fait, il y a trois thèmes principaux. Celui-là très bossa nova, très entraînant. Il y a celui du générique de début qui revient plusieurs fois. Le moment aussi où on voit Trintignant et Floyd Volcan ensemble sur le canot pneumatique qui tombe à l'eau. Et puis il y a le moment aussi, il y a un troisième thème qui est au piano, qui est très particulier. Mais en fait, je pense que ça te renvoie à d'autres thèmes ou d'autres musiques de ces années-là. Parce que c'est vrai que Morricone, il va beaucoup s'auto-citer. Surtout, il y a aussi des solistes et la voix, notamment féminine, qui va l'accompagner toute sa vie, toute une grande partie de sa carrière, qui est Daniel Orso, qu'on entend apparaître. Dans le générique final aussi, il y a Floyd Volcan qui chante aussi elle-même la chanson finale du film, parce que ça va être aussi un 45 tours à part pour ce film-là. Mais en fait, j'ai envie de dire que tu as des sonorités et des instruments qui se répètent et qui se répondent et qui sont peut-être plus célèbres ou qui te renvoient à ces moments-là. Mais Morricone, par exemple, se citait lui-même des fois. Dans Mon nom et personne, il va prendre un petit thème qu'il a utilisé dans Il était une fois dans l'Ouest, par exemple. Et il va se citer lui-même, ou des fois reprendre évidemment un thème qu'il a déjà écrit pour un film. Le plus célèbre, évidemment, c'est le thème du professionnel, qu'il avait d'abord écrit pour un film qui s'appelle Maddalena, qui est un film très érotique, et beaucoup plus chaud et sensuel que celui-là encore. Parce que ça aussi, je vous l'avais pas dit, voilà, c'était un film pour notre canicule actuelle, et un film pour bien finir en juin. C'est vrai que le film est très particulier parce que, faut imaginer, donc c'était un très gros succès en Italie, parce que, sur ce que ça racontait, et aussi sur cette mise en scène de la nudité au cinéma, qui n'avait pas été aussi loin, voilà, ça n'a pas été aussi loin dans le cinéma italien. Il va y avoir, c'est vrai, une petite vague de films un peu plus dénudés ou érotisants dans les années 70, mais il y a voilà, toute une liberté qui se crée, qui vient aussi de la littérature et du théâtre à ce moment-là, et puis évidemment de Pasolini, qui déjà imprime toute la culture italienne. Oui? Est-ce que vous savez pourquoi, lorsqu'il y a l'histoire du film comme ça, il garde des versions mono alors que c'est exactement la même partition pour enregistrer? Parce que, sans trop dévoiler, mais je pense qu'ils vont à la source du matériel, qui est mono, que en fait tous ces films sont enregistrés, enfin voilà, le mieux qu'on puisse les retrouver le négatif image et son d'époque. Moi aussi, ça m'est arrivé de ressortir des films, par exemple, Mon nom et personne, où en fait on a juste des effets de gauche-droite, mais pas vraiment de stéréo. Après, ça c'est recréé quand vous avez enfin, ça peut être amélioré dans des nouvelles éditions de DVD ou de Blu-ray, mais en salle, je crois qu'ils essaient beaucoup de respecter ça. Mais je ne suis pas spécialiste. Oui. Exactement. C'est-à-dire qu'elle est enregistrée avant le montage, etc. Et ils ont servi d'avant, Pardon, je parle. Bonjour tout le monde. Voilà, donc ma question était, quand on restaure un film, on voit même que l'image est très bien restaurée, donc il y a eu du travail. Pourquoi ils gardent le son en mono, alors que par exemple, pour ce CD de Julian Saracena, qu'on peut écouter en stéréo chez nous, c'est exactement la même partition, c'est-à-dire que c'est la partition qui a été créée avant le film, ou après, mais en fait c'est la partition qui a été enregistrée pour faire le CD, mais aussi pour être dans le montage du film. Donc quand on restaure, pourquoi on ne prend pas ce matériel qui existe en stéréo pour remplacer le matériel mono? Alors, je répète un petit peu parce que je repense aussi à d'autres choses. En fait, j'ai l'impression que le travail se refait par des éditeurs de musique, mais pas par des laboratoires de cinéma qui, eux, vont modifier le matériel d'origine par définition. Parce que là, on est en mono. C'est peut-être un respect En fait, de l'origine qui est sorti en mono.
Et puis c'est un truc tout bête aussi de... Comment dire, oui, peut-être de coût, parce qu'il faudrait que quelqu'un se remette à travailler dessus. Je sais pas, ah non, je ne dis pas que c'est... Il y a plusieurs bandes. Il y a le dialogue sur une piste, et encore pas tous. Il y a les bruits sur une autre. Il y a le doublage, surtout que c'est doublé. Oui, tout le monde. Voilà. Donc forcément, il y a énormément de bandes et on pourrait très bien travailler ensemble, bien sûr. Alors, oui, il faudrait que quelqu'un le fasse. Et je pense que l'économique au départ, il faut que quelqu'un s'y colle et qu'à l'époque il y a un lissage, enfin disons qu'il y a rapidement, il y a des pistes d'image et des pistes de son, et c'est vrai qu'on ne les retravaille pas. On va les restaurer, mais on ne va pas les modifier. Je réponds, je crois que c'est du cas par cas. Après, je pense qu'il y a certains films où on a plus le temps ou les moyens de le faire. Là, sur celui-là, par exemple, c'est vrai que c'est un film. Moi, ça fait longtemps, les films italiens qui le sortent. Je savais que peut-être ils s'en occuperaient un jour, mais il y a toujours des problèmes de remettre la main sur le matériel et des droits. Oui, les films italiens qui le ressortent, le film sort au mercredi en salle, en fait. Et aussi pour revenir sur ces films italiens de l'époque, on est vraiment dans le cas de figure habituel, un casting complètement international. Vous avez un Trintignant, un Chiraco français, Fred Volcan qui est d'origine brésilienne et qui parle très bien l'italien, Tony Musante qui est d'origine américaine, qui est américano-italien. Vous savez qu'à la fin, tout le monde est doublé en italien, et des fois même des comédiens italiens sont post-synchronisés par d'autres acteurs que eux-mêmes. Voilà. Ça ramène une autre complexité. Et oui, l'autre chose aussi que je voulais vous dire, le film qui était montré en 69 au Festival de Cannes, cette année-là, le président, c'était Luchino Visconti, président du jury. La Palme d'Or avait été attribuée à If de Lindsay Anderson. Cette même année, Jean-Luc Trintignant a été aussi à Cannes pour Z de Costa Gavras et a obtenu le prix d'interprétation, Costa Gavras, le prix du jury. Il y avait aussi pour la France Manu Chevreau. Voilà, ça vous donne un petit peu le panel de films qui sortaient, qui étaient produits à cette époque-là et de façon très différente. Je vais maintenant, sauf si vous avez d'autres remarques. On est très contents. Enfin, moi, je suis ravie d'avoir découvert ce film. Voilà. Merci. Merci. En fait, moi, j'avais envie de le montrer depuis longtemps, mais ça ne dépendait pas de moi. Des fois, j'ai plein d'idées ou plein d'envies, et puis voilà, ça peut se faire ou pas. Et puis, j'essaie de découvrir des films qui sont en restauration en cours. Encore une fois, il y a Morricone et pas que, des fois, on se fait plaisir avec d'autres moments d'actualité. Là, c'est marrant parce que j'avais aussi le petit flyer du Festival de La Rochelle. Il y a voilà, La Rochelle est plein de rétrospectives et autres. Il y a notamment une ressortie et une belle restauration de Jacques Tati. Mais je vais essayer de découvrir, j'espère pouvoir vous proposer, Les Cannibales de Liliana Cavani, avec une vidéo de Morricone aussi très, très fameuse, et qui est un film très rare avec Pierre Clémenti et Britt Ekland. Voilà, qui est une rareté, qui sera un film aussi, je pense, pas facile. Hein. On n'est pas dans les VO de Morricone, voilà, les westerns italiens qu'on apprécie, qui sont très très grand public. Mais enfin voilà, je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi de vous montrer, c'est des choses très très différentes. Et justement, pour se projeter sur la rentrée, je ne sais pas encore quel sera le prochain film, mais ça sera a priori pour le dernier dimanche de septembre, parce qu'encore une fois, ça se goupille dans la programmation du Max Linder. Donc là, vous allez avoir bientôt l'Odyssée de Christopher Nolan, en plein été, La Palme d'Or, Mon Fjord de Christian Mungiu, et aussi normalement le film de Inarritu qui s'appelle Digger. Et c'est vrai qu'à la rentrée, il y a plein d'actualités, il y a Morricone, ou autour de Morricone, il va y avoir une belle exposition autour de Belmondo à la Cinémathèque française qui va commencer. Donc il y a plein de Morricone, Belmondo, on s'est déjà passé ici par sur la ville il y a quelques années, mais voilà, il y a aussi, il va y avoir une rétrospective, beaucoup de films d'Yves Boisset qui vont être restaurés, et donc il y a deux très beaux films de Boisset avec les vidéos de Morricone qui sont L'Attentat et Espion lève-toi. Un film très français avec aussi Belmondo. Mais et puis c'est vrai qu'on est là, il y a des belles ressorties aussi dans quelques semaines. Dans 8 jours, vous allez avoir la ressortie de Kill Bill et Tarantino qui a été un grand amateur et qui a beaucoup puisé chez Morricone. Donc si vous allez voir Kill Bill, vous retomberez sur la musique
du Mercenaire ou la musique des musiques qui étaient une fois du Bon la beauté de Truand. Vous allez avoir une ressortie aussi à la fin du mois de juillet de Laurence d'Arabie et Maurice Jarre, une musique inoubliable, ça ressort à la fin du mois de juillet. Vous allez avoir aussi dans un autre spectre la ressortie, une très très belle restauration des jours et des nuits dans la forêt de Satya Gitray, donc au mois d'août. Voilà, on est dans une autre musique et une autre cinématographie que je vous invite à redécouvrir. Et aussi, je voulais vous signaler, depuis mercredi, si ça vous intéresse, à la Cinémathèque française, il y a un hommage à Claudia Cardinal, qui a débuté. Et notamment, il y a un film que moi je vais aller voir et découvrir avec une vidéo de Morricone qui s'appelle Liberté mon amour. Ce sera le mercredi 8 juillet. Et donc c'est un film de Mauro Bolognini. Bolognini étant un grand collaborateur de Morricone, on ne l'associe pas forcément, on pense toujours à Léon évidemment. Et c'est vrai que les deux grands réalisateurs qui ont travaillé beaucoup avec Morricone, c'est contre toute attente Pasolini, qu'on n'associe pas toujours à Morricone, et Bolognini. C'est vrai qu'on n'a jamais passé le film de Bolognini, mais après c'est pareil, c'est toujours les histoires de copies disponibles. Et donc aussi rebondir sur un festival qui va avoir lieu du 2 au 6 juillet, vous connaissez peut-être, qui s'appelle Dolce Vita sur scène, qui est un festival qui a lieu dans plusieurs lieux à Paris, et qui est à la fois parisien et romain en simultané. Tout est dans le titre, c'est vraiment autour du cinéma italien. Et donc ça a lieu salle de vitesse à Paris et aussi dans les salles Action Christine, enfin Christine Cinéma Club, pardon, et au Centre culturel italien, ce qui est un lieu très très important, c'est le cinéma italien. Et je vous invite vraiment, si vous avez envie de revoir avec Une fois dans l'Ouest, à aller donc, à l'ouverture du festival de Dolce sur scène à nos de vitesse, le jeudi 2 à 21h30. Et le film sera présenté par Claudia Squitieri, qui est la fille de Claudia Cardinal. Et il sera aussi accompagné par Aurore Renaud, qui était venue ici faire aussi une présentation de Sans rien savoir d'elle. Et moi, j'irai personnellement découvrir un film que je ne connais pas du tout, qui est une des dernières productions de Sergio Leone et une vidéo de Morricone, un film de Carlo Verdone, dimanche 5 juillet à 18h30, un film qui s'appelle Un Sacco Bello, de Carlo Verdone, qui joue dans son film. Et pour finir, le lundi 6 juillet, si vous êtes toujours à Paris, aux arrêts de vitesse, c'est un film qu'on a passé au Ciné-Club Carogno il y a quelques mois, pour les 60 ans du film de Pier Paolo Pasolini, Des oiseaux petits-aigrons. Vous aurez Ninetto Napoli, un des comédiens fétiches de Pasolini, qui vit en France, qui viendra présenter le film aux arrêts de vitesse. Donc ça, c'est lundi 6 juillet. Je crois que je vous ai à peu près tout dit sur les actualités. Et maintenant, je vais vous faire gagner le Blu-ray de l'ordinateur. Je vous trouve une question. Oui. Non, j'ai pas de site. Non, mais sinon, vous pouvez m'envoyer un petit mail ou un petit message. Ma société, c'est Lost Film. Si vous allez sur mon site, vous trouverez mon mail, mon 06. Et je pourrais tout vous mettre. Mais sinon, allez sur le site, vous tapez Dolce Vita sur scène pour les informations, parce que c'est 5-6 jours de cinéma italien, avec à chaque fois des présentations et des invités. Et c'est principalement aux arrêts de vitesse. Mais c'est vrai que là, il y a un peu une concomitance de plein d'actualités italiennes, et puis Claudia Squitieri, la fille de Claudia Cardinal, qui accompagne aussi quelques événements là, ces jours-ci. Alors, ah oui, puis il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, en fait, aussi. Si vous aimez ce cinéma-là, parce que tout à l'heure je parlais de Laurence d'Arabie, un film complètement épique et plein de démesures, j'ai envie de dire, mais avec quand même une histoire très très humaine. Il y a en ce moment un hommage à un réalisateur italien qui s'appelle Rajamouli, qui est en France en ce moment, et qui est à la Cinémathèque française encore aujourd'hui. Et à la fin du mois de juillet, vous aurez un de ses plus grands films, un de ses plus célèbres, qui s'appelle RRR, qui va sortir aussi. C'est Carlo Taffi qui fait tout ce travail-là autour de ce réalisateur-là. Donc si ça vous intéresse, voilà, RRR de Rajamouli à la fin du mois de juillet. Alors, pour faire gagner le Blu-ray d'Oppenheimer, pour les amateurs des Morricone et pour les fans du Ciné-Club qui étaient là depuis le début presque, c'était quoi le premier film qu'on a passé au Ciné-Club? Ah, il y a une main qui se lève à la droite, attendez. Le
Personne d'autre? Ah, il y a une ancienne en haut, toujours là-haut. Je ne vois pas qui c'est. Alors, oui? Orca, non, c'était pas Orca, c'était en septembre. Orca, c'était en octobre. Les Incorruptibles de Brian De Palma. Vous avez gagné. Voilà. Voilà, donc si vous voulez revoir Oppenheimer et écouter la musique de Ludwig Göransson, qui est un compositeur que j'aime beaucoup et qui signe la musique du film de Christopher Nolan, l'Odyssée. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre présence et puis on se retrouve prochainement. Allez au cinéma, ça se passe au Max Linder, mais aussi dans une salle indépendante avec plein de distributeurs. Merci beaucoup.